Bonsoir à toutes et à tous. Norit, merci. C'est un grand plaisir d'être ensemble ce soir pour parler du film brièvement. On se donne une vingtaine de minutes. On restera un peu plus longtemps si vous n'êtes vraiment pas fatigué et que vous avez des questions, mais c'est un film dont on pourrait parler très longtemps et il est déjà fort tard. C'est le rapport à ta mère, Norit, qui ouvre et qui ferme le film. Ou plus précisément, c'est le souvenir de l'absence d'une mère, la sienne au départ, la tienne à la fin. Moi, j'ai la grande chance d'avoir pu revoir le film avec ma mère bien présente et qui est là ce soir. C'est à partir de là qu'on va discuter et à partir de ce qui nous rassemble toutes les trois et qui est, je crois, une passion partagée pour l'interprétation que tu m'as nourrie par le film, maman par la psychanalyse et moi par la littérature. Autant vous dire d'emblée que nous ne sommes en rien spécialistes du cerveau et que nous venons donc juste discuter avec le film de Norit, chacune à partir de notre approche. En fait, le film ne commence pas tout à fait avec cette image qui est celle de tes deux parents, Norit, mais une citation de Dan Pagis qui dit « En hébreu, du passé et du futur, pas de présent, un entre-deux ». Cette citation s'avère tirée d'un recueil intitulé « Points of Departure ». Ce point de départ, précisément, évoque pour moi trois choses. La première, c'est la langue, parce que c'est mon obsession personnelle autour de la littérature. Un organe qui, dans ce film, fait symptôme et qui fait lien aussi. Le lien entre tes films, Norit, le lien entre les générations. Laurent Cohen se dit fasciné par le langage et évoque d'emblée son grand-père polyglotte. De la langue de ta grand-mère, on ne saura rien, on entend l'allemand parler dans la maison. La deuxième chose que m'évoque cette citation, c'est le rapport au temps, qui n'est pas absent comme dans le rêve, mais douloureusement présent comme dans l'histoire avec sa grande hache, pour parler comme Pérec, le temps d'un devoir de mémoire, comme on dit volontiers quand on parle de temps et de mémoire, et comme ne dit aucun des scientifiques interrogés dans le film. La troisième et dernière chose qui me vient à partir de cette citation, c'est l'interprétation elle-même, car l'entre-deux, c'est l'efflorescence des multiples significations possibles et activées par la lecture. Si vous venez revoir le film la semaine prochaine, Marc-Alain Waknin évoque très bien cet éloge de la caresse dimanche, qui permet du bout des doigts, dimanche, donc, de faire surgir des interprétations multiples, notamment dans les caractères hébraïques, qui sont, comme tu nous le rappelles dans le film, autant de petites fenêtres ouvertes, les petites fenêtres de ta première lecture, Le Voyage de Gulliver, et que tes films ne cessent de réouvrir. Et c'est peut-être autour de ce motif de la fenêtre qu'on a commencé d'abord à ouvrir le dialogue de notre interprétation toutes les deux. Merci pour le film Norit qui m'a vraiment passionné et qui m'a passionné dans sa diversité, tous ces témoignages extraordinaires de la complexité de ce qui se passe dans notre tête, et que la première image de l'appartement de ton enfance me font penser avec cette fenêtre qui est fermée. Et je me disais que cette fenêtre fermée, elle représente finalement un travail d'introspection, alors que le film va venir projeter sur l'écran, devant nos yeux, le chemin que tu as pu faire pour essayer de comprendre ce qui avait pu se passer dans cette pièce, dans cet appartement
entre tes parents et qu'est-ce qui fait qu'un être humain devient ce qu'il devient. Et j'étais très touchée de voir comment chacun des scientifiques qui venaient nous parler amenait des connaissances tout à fait passionnantes. Les recherches et les découvertes biologiques actuelles sont vraiment tout à fait fascinantes, mais ce que chacun amène, c'est son histoire personnelle, et comment son histoire personnelle ne permet jamais tout à fait de comprendre jusqu'au bout ce qu'il a fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. Une autre image qui me frappe beaucoup dans le film, c'est qu'on commence toujours par les voir partir. On les voit de dos. Ils s'éloignent de nous pour mieux nous revenir et mieux nous raconter leur passion, qui ils sont et comment ils se sont passionnés pour ce qui les passionne. Je crois que là où je voudrais peut-être revenir, avant de te redonner la parole, Myriam, c'est sur le... Oui, je ne suis pas du tout dans ton texte, je suis très désolée. C'est sur le dernier témoignage de François Ansermet, qui fait un travail de liaison extraordinaire de toutes les interventions précédentes, en nous montrant bien comment on ne peut jamais savoir où on va arriver, un peu comme ce soir dans notre discussion. Mais qui est aussi le point de jonction et de liaison, précisément ce qui nous a frappé toutes les deux, c'est ce caractère ouvert des questions. Les scientifiques sont convoqués là pour qu'on continue à s'interroger. À aucun moment ils ne détiennent une parole de vérité qui fermerait cette plasticité ou cette ouverture qui est sans cesse réaffirmée et redéclinée au singulier. Il y a effectivement cette question récurrente de non seulement raconter, mais de comment est-ce qu'on s'est imaginé devenir scientifique ou pas. Et moi, je me suis plu à imaginer que les photographies en noir et blanc, dont on ne sait pas si elles sont de Hans, le père ou le voisin, mais de toute façon les deux sont photographes, sont aussi une manière dont tu nous racontes ta trajectoire qui, de la photographie, va aller jusqu'au film et vers une narration personnelle de ce cerveau absolument unique qui est le tien et où je suis sûre que poussent des petites zones qui n'existent que là et qui sont justement ce qui fait l'art, qui sont des endroits de jonction qui ne préexistaient pas et où on se met à faire des liens qu'on n'aurait pas été capable de faire avant de voir les images ou avant de mettre des mots en rapport. Comme si l'esthétique ou la poétique permettait justement de faire surgir des possibilités de connexion nouvelles qui n'existaient pas, entre une lettre et une autre, entre une lettre et une image. Et ce qui était amusant, c'est qu'on n'avait pas entendu le terme poétique de la même manière, maman et moi. Et pour moi, effectivement, le titre du film de Nourrit, La poétique du cerveau... Poétique du cerveau, pardon, m'évoquait le fait que malgré toutes les sciences, malgré toutes les découvertes, malgré toutes les recherches, le cerveau reste avant tout de la poésie et une magie poétique. Et pas du tout... Enfin, que la science, c'est de la poésie et de la magie, quoi. Et alors moi, en bonne aristotélicienne, j'entendais la poétique du cerveau comme la possibilité d'une analyse ou d'une poétique, et donc je me demandais quelle était la poétique cinématographique de la mémoire, comment est-ce qu'un film se souvient. Et je m'intéressais donc à ces images retrouvées, parfois montrées à l'envers, à la manière dont le montage crée de l'histoire, ce qui montre bien qu'un film n'est jamais le même quand on le re-regarde, contrairement à ce qu'affirme Yadin Doudaï au tout début, où il semble penser qu'on garde une copie d'un film qui ne changerait pas, ou que quand on remotive ou réactualise une image, elle n'a pas été modifiée, alors que je pense qu'au contraire, le film est peut-être une manière spécifique de se souvenir, et qu'il y a un lien entre le souvenir, le travail de la mémoire et celui du film. Et il me semble qu'à chaque fois dans le film de Nourrit qu'on revoit l'image de l'intérieur de tes parents, on voit autre chose et on voit cette image autrement.
Et c'est peut-être précisément autour de cet autrement que moi je ferais une dernière remarque. En plus, Noé, t'es là, puis on n'a que 2 micros, fait que tu peux pas répondre depuis tout à l'heure. C'est pratique. Voilà. Autour de l'autrement qui crée un décalage. Et j'avais juste envie de faire cette remarque. Il me semble que le poétique dans ton travail est toujours éminemment politique, même si c'est pas toujours de manière extrêmement visible. Je pense à au moins 2 moments de décalage. Il y a l'image que tu montres et qui ne correspond plus à la rue dont tu parles, avec son foisonnement des langues de ton enfance. Et puis il y a le moment où tu parles de la vieille palestinienne qui au fond nous donne le shibboleth, qui est un nom arabe, en déplaçant de Shekef à Shekef, et qui rappelle que nous vivons une époque préoccupante. Je pense aussi au moment où il est question de la manière dont la peur peut susciter une réaction pour arrêter l'agression, et la question qui reste elle aussi ouverte de qu'est-ce qui se passe chez quelqu'un qui n'entend pas ce signal-là. Et je pense à cette cartographie qui nous montre Gaza de haut et qui n'est pas juste une cartographie de rêve, mais aussi une réalité géopolitique. Et je pense que c'est intéressant de se demander dans quelle mesure est-ce que la fascination qu'on peut éprouver pour les neurosciences et pour le cerveau tente de répondre à un moment de baisse de confiance dans l'humanité, ou permet au contraire de revitaliser une poétique, de faire un film où on peut déplier toutes ces images qui sont contenues dans les discours savants et qui redeviennent des possibilités pour faire des connexions, pour faire des passages et pour recréer du dialogue.